Dans ce webinaire, je vais donc aborder les points suivants. Tout d'abord, je vais présenter l'épreuve, bien qu'à ce stade, vous avez tous déjà reçu ces informations. Ensuite, j'expliquerai les attentes du jury. Je vous donnerai également des pistes de préparation en vous conseillant une méthodologie. Je vous informerai sur les erreurs récurrentes que l'on a pu constater lors des sessions précédentes. Et enfin, je tâcherai de répondre aux questions qui ont été soumises en amont par certains candidats. Également, si vous avez des questions suite à cette présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et j'y répondrai à la fin de ma présentation. Donc, en ce qui concerne la présentation de l'épreuve, il y a deux compétences langagières qui sont évaluées. La première, c'est l'expression orale en continu, c'est-à-dire votre capacité à vous exprimer sur un sujet de manière continue. Et ici, dans cette épreuve, il s'agit d'une présentation que vous devez faire. Ensuite, vous avez également l'expression orale en interaction, c'est-à-dire votre capacité à répondre aux questions. Donc, tout d'abord, dans cette épreuve, vous avez la présentation de votre parcours étudiant et professionnel qui sera suivie de questions et de réponses. Cette partie-là sera évaluée sur 5 points. Vous aurez 3 minutes de présentation et 4 minutes de questions-réponses. Dans cette partie de l'épreuve, vous voyez que l'expression orale en interaction est privilégiée puisque les questions-réponses durent un petit peu plus longtemps que la présentation. Ici, le but, c'est d'éviter une récitation d'un parcours qui aura été appris par cœur. Pour la deuxième partie de l'épreuve, vous avez à faire une présentation sur un sujet d'actualité et également des questions et des réponses. Cette partie de l'épreuve est aussi évaluée sur 5 points. Vous aurez, et ça c'est un changement par rapport aux sessions précédentes, vous aurez désormais 5 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Donc ici, vous voyez que contrairement à la première partie de l'épreuve, c'est l'expression orale en continu qui est mise en avant. Le sujet d'actualité sera tiré au sort avant le début de l'épreuve et vous aurez 15 minutes de préparation pour présenter ce sujet. C'est également un changement ici par rapport à l'année dernière, par exemple. Le jury est composé d'un seul examinateur. Donc, comme je vous l'ai dit, 5 points pour la première partie, c'est-à-dire la présentation de votre parcours étudiant et professionnel, les questions-réponses. 5 points pour la présentation d'un sujet d'actualité, les questions-réponses. Ça veut dire qu'il vous reste 10 points pour la qualité de la langue, c'est-à-dire la grammaire, le vocabulaire, mais également le registre, qui doit être approprié. La prononciation, ainsi que la capacité à communiquer. Donc là, ça va au-delà de la langue, c'est également votre capacité à être convaincant, à adopter un ton qui ne soit pas un ton monotone, et également à savoir gérer son temps, puisque vous avez un certain temps qui est attribué à chaque partie de l'épreuve et vous ne pouvez pas le dépasser. Pour rappel, l'épreuve d'anglais a un coefficient 1. Alors, en ce qui concerne les attentes du jury, on a eu plusieurs questions à ce sujet. Qu'est-ce qui est attendu pour cette épreuve d'anglais? En ce qui concerne la présentation du parcours, soyez préparés. Mais en fait, ne mémorisez pas trop non plus votre présentation, votre parcours. C'est-à-dire que la présentation doit quand même rester naturelle. Il ne faut pas qu'elle soit entièrement mémorisée et récitée dans l'idéal. Et votre parcours doit surtout être clair. C'est-à-dire qu'il y a un travail de préparation qui doit être fait en amont. Vous devez avoir recours à un vocabulaire professionnel et juridique également. Soyez bien précis dans le vocabulaire que vous utilisez. Ne mentionnez pas, en revanche, on a eu des questions là-dessus, ne mentionnez pas vos loisirs, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas ce qu'on recherche. Par contre, si vous avez fait des activités extracurriculaires, par exemple, si vous avez été ou si vous êtes membre actif d'une association, c'est quelque chose que vous pouvez effectivement mentionner. En ce qui concerne la partie questions-réponses, vous devez pouvoir développer vos réponses. En revanche, faites en sorte que vos réponses ne soient pas trop longues
et également pas trop courte. Hein. Donc, c'est un équilibre à pouvoir adopter. Des pistes de préparation pour cette première partie de l'épreuve. Très clairement, il va vous falloir préparer votre présentation en amont. C'est-à-dire qu'il y aura tout un travail de recherche de vocabulaire que vous devrez faire pour pouvoir vous exprimer sur ce sujet. Comme je l'ai dit, y compris un vocabulaire professionnel et juridique précis. Si vous avez fait des stages ou si vous avez un emploi, vous devez être capable de décrire également les tâches que vous avez accomplies ou que vous accomplissez. Donc, encore une fois, soyez spécifique sur le travail que vous faites. Anticipez également les questions sur votre parcours et entraînez-vous à répondre à ces questions. Encore une fois, il faut pouvoir développer vos réponses en donnant le plus d'informations possible. Pour vous préparer également, je vous suggère de demander l'aide de vos camarades ou de vos proches pour vous entraîner en interaction, c'est-à-dire vous leur demandez d'écouter votre parcours professionnel et étudiant et de vous poser des questions à la fin de votre présentation. Des questions spontanées, comme ça, vous serez réellement dans les conditions de l'épreuve, c'est-à-dire non préparé à ces questions spécifiques. D'accord ? En revanche, le jour de l'épreuve, eh bien, vous aurez déjà vu toutes sortes de questions qu'on pourrait vous poser sur votre parcours et vous aurez probablement de meilleures capacités à gérer votre stress également si vous êtes entraîné de cette manière chez vous. Pour ce qui concerne la deuxième partie de l'épreuve, c'est-à-dire la présentation du sujet d'actualité, les sujets sont d'ordre général ou plus spécifiques. Par exemple, vous pouvez être amené à vous exprimer sur la situation actuelle d'un pays anglophone ou sur une thématique telle que le télétravail, par exemple, qui était une thématique qu'on avait dans les sessions précédentes. À vous de choisir l'angle d'approche pour traiter le sujet. Par exemple, pour l'analyse de la situation actuelle dans un pays anglophone, vous pourriez regarder la situation politique et économique du pays. Et en ce qui concerne le télétravail, vous pourriez regarder les avantages, vous concentrer sur les avantages et les désavantages du télétravail. Donc, en fait, il n'y a pas de structure clé, ça dépend vraiment du sujet et ça dépend également de l'angle d'approche que vous souhaitez adopter. En revanche, la présentation doit être structurée. Alors, bien sûr, vous n'avez que 5 minutes, ce qui est très, très court pour faire une présentation sur un sujet d'actualité. Donc, les différentes parties de cette présentation, puisqu'encore une fois, on essaie de la structurer le plus possible, vont être relativement courtes. On vous suggère quand même une accroche en guise d'introduction du sujet avec une annonce de plan pour qu'on puisse encore une fois vous suivre et quelques phrases de conclusion. Encore une fois, sachant que vous avez que 5 minutes, il ne va pas falloir vraiment développer ceci un petit peu trop. Hein. Dans le développement de votre présentation sur le sujet d'actualité, il vous faut bien sûr illustrer votre propos en utilisant des exemples et en vous référant le plus possible à l'actualité. Parfois, donc en fonction du sujet, il est également nécessaire de définir le terme de ce sujet pour vraiment bien cerner de quoi on parle et essayer d'y répondre au mieux. Donc, je vous conseille pour certains sujets vraiment de le définir en amont dans l'introduction, dans les phrases d'accroche pour pouvoir mieux le cerner. Il est évident que vous devez avoir quelque chose à dire sur le sujet pour qu'on puisse vous évaluer. Donc, oui, vous devez avoir certaines connaissances sur le sujet et également montrer une certaine réflexion personnelle sur le sujet. Pour la préparation, ici, de toute évidence, il faut pouvoir se renseigner régulièrement sur l'actualité, celle du monde anglophone, mais pas que. Vous devez pouvoir lire la presse anglophone. Et je vous suggère de vous mettre à plusieurs pour suivre l'actualité, pour en discuter entre vous afin de mieux vous préparer. Posez-vous des questions sur l'actualité, établissez des fiches
thématiques sur les grands points d'actualité de nos jours, c'est vraiment des sujets qui sont, si vous allumez la télévision, vous lisez un petit peu les journaux, on entend parler que de ça. Donc voilà, ou alors certaines thématiques, ce sont des thématiques qui sont récurrentes et que vous devez, dans votre domaine, vous devez connaître. Dans les deux parties de l'épreuve, le registre doit être approprié. Faites bien attention, on n'utilise pas de gonna, wanna ou de stuff. On l'entend de temps à autre et ce n'est absolument pas approprié pour ce type d'examen. Bien sûr, vous devez être capable de répondre aux questions. Les réponses doivent être pertinentes, elles doivent être complètes, c'est-à-dire vous devez développer vos questions le plus possible, j'ai déjà mentionné. Faites attention à la prononciation. Pour ceci, je vous conseille d'utiliser des logiciels. Vous en avez en ligne, par exemple Acapella Text-to-Speech, qui vous permet par exemple, de rédiger une phrase et de choisir le locuteur qui vous lira la phrase pour voir quelle est l'intonation, quelle est la prononciation. Bien sûr, les dictionnaires également ont tous, les dictionnaires en ligne ont tous un petit haut-parleur qui vous permet d'écouter la prononciation de chaque mot. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la prononciation d'un mot, n'hésitez pas à aller sur Internet, utiliser les dictionnaires que vous trouvez en ligne, Cambridge pour ce qui est l'anglais britannique ou Merriam-Webster pour l'anglais américain. Et bien connaître la prononciation, c'est important. En ce qui concerne la capacité à communiquer, attention donc au ton qui ne doit pas être un ton monotone. Essayez d'être convaincant et essayez également de garder au maximum le contact visuel avec votre examinateur. Le débit doit être approprié, c'est-à-dire ni trop rapide ni trop lent. En revanche, si vous avez des difficultés en anglais, je vous conseille effectivement de ralentir un petit peu le débit pour que vous puissiez peser vos mots et réfléchir afin de ne pas faire d'erreur. Alors, passons aux problèmes fréquents qui sont basés sur les évaluations passées que j'ai relues. Et donc, j'ai pu voir qu'il y avait des problématiques qui étaient récurrentes, notamment une qui n'a pas lieu d'être, c'est la question de la préparation. En fait, certains candidats sont très peu préparés, notamment en ce qui concerne la présentation du parcours. Là, très clairement, c'est un sujet que vous maîtrisez, hein, c'est votre parcours étudiant et votre parcours professionnel, donc vous devez pouvoir vous exprimer très clairement sur ce sujet. C'est de toute évidence à travailler en amont. Attention à ne pas trop réciter votre parcours professionnel, hein, quand même. Bien sûr, un manque de connaissances sur les sujets d'actualité parfois, donc de réelles difficultés à s'exprimer sur le sujet. C'est problématique parce que si bien sûr vous n'avez pas grand-chose à dire sur le sujet, on n'aura pas assez de contenu pour vous évaluer correctement. Des difficultés de compréhension des questions avec des réponses qui sont parfois trop vagues ou trop générales, parfois des réponses qui sont également hors sujet, d'où l'attrait de s'entraîner à se poser des questions avec vos proches, avec vos camarades également. Il y a des problèmes de langue qui sont récurrents, donc là je vais en mentionner certains parce qu'on les voit régulièrement en ce qui concerne le vocabulaire, donc l'utilisation d'un vocabulaire qui est trop général. Les candidats ne connaissent pas l'anglais professionnel ou juridique et encore une fois, ça c'est particulièrement problématique lors de la présentation du parcours où on va faire beaucoup plus attention justement à ce que les candidats aient recours à un vocabulaire précis et approprié. L'utilisation de mots français, faites très attention, on n'utilise pas de mots français. Si un mot en français vous vient à l'esprit, que vous ne trouvez pas le mot en anglais, eh bien vous essayez de dire la chose autrement, mais sans avoir recours aux mots français. Faites attention également au bof, enfin, vous voyez tous ces mots-là qu'on peut avoir tendance à inclure dans son discours en anglais. C'est à proscrire également.
Des erreurs fréquentes en ce qui concerne le vocabulaire du parcours professionnel et également étudiant. Donc, c'est que les candidats ne savent pas parler de leur diplôme, notamment le diplôme du lycée, donc High School Diploma, par exemple. Hein. Pour la licence, attention, c'est pas a license in law, hein. C'est a bachelor's degree in law. Pour le master's degree, c'est également a master's degree in law with a specialization in. Okay. Attention, parfois on entend formation plutôt que l'utilisation de training. Également, donc l'expression c'est to do an internship et non pas to make an internship, qu'on entend très fréquemment. Là, en fait, je parle d'erreurs qui sont assez élémentaires et donc qui peuvent vous pénaliser beaucoup plus que d'autres. Hein. Et y compris pour les erreurs de grammaire qu'on voit également régulièrement. En ce qui concerne les erreurs de grammaire, parfois les candidats ont recours au présent pour parler du passé. Alors là, c'est vraiment une erreur élémentaire, à niveau 6e, 5e. Donc, par exemple, I work at a law firm last summer. Alors, ça peut être dû également à la mauvaise prononciation du ED au prétérit. Hein. Au prétérit, le ED, ici, ça serait I worked. Et si vous ne savez pas qu'il faut le prononcer comme ça, du coup, on a l'impression que c'est un présent. La problématique, c'est que, encore une fois, ça serait une faute vraiment élémentaire et c'est ce qu'il y a de plus pénalisant. Des erreurs également qui sont liées au prétérit et au present perfect. Donc, l'utilisation d'un prétérit alors qu'il faut utiliser un present perfect ou vice-versa. Donc, je rappelle que le prétérit s'utilise pour parler d'un passé fini, révolu. Par exemple, unemployment increased last year. Et le present perfect est utilisé pour notamment les notions de bilan. Donc, prices have increased. Donc, faites bien attention à revoir ces points de grammaire. Les accords sujet-verbe également sont problématiques régulièrement. Par exemple, the president has spoken et non pas have spoken. Donc, ça, encore une fois, erreur élémentaire. L'utilisation de who plutôt que which. Donc, là, je rappelle que vous utilisez who si l'antécédent est une personne uniquement, hein, et which si c'est une chose. Donc, attention à bien se souvenir de ceci. Et encore une fois, si vous avez des difficultés avec ce genre de point de grammaire, donnez-vous le temps de la réflexion. Donc, effectivement, ralentissez un petit peu votre débit pour ne pas faire ce genre d'erreur. Pour la prononciation, on a également des erreurs récurrentes qui sont liées aux consonnes finales qu'on prononce en anglais, et notamment la prononciation du S. Donc, par exemple, he works, she runs. Pour ce qui est du présent simple, si vous ne prononcez pas le S, eh bien, encore une fois, c'est une faute de grammaire élémentaire, puisque vous n'aurez pas accordé le verbe avec le sujet. Pour les noms pluriels, même chose, franchises, dollars, vous devez prononcer le S à la fin de ces noms-là. Encore une fois, erreur élémentaire, donc extrêmement pénalisante. Prononcez bien les H au début des mots, également à l'intérieur de certains mots, par exemple home, here, how, comprehensive. Attention par contre, c'est hour, hein, pour l'heure. Notamment, il y a quelques autres quelques petites exceptions. Pour le TH également, faites bien attention à taper la langue juste derrière les dents du haut. Therefore, thus, though. Entraînez-vous, encore une fois, vous pouvez, pour ces mots de liaison, vous pouvez, qui vont donc être utiles dans vos présentations, vous pouvez aller en ligne dans les dictionnaires et vous entraîner à écouter la bonne prononciation. Il y a également des problèmes récurrents avec la prononciation du the. Donc là, je rappelle que le the, quand il est suivi d'une consonne, effectivement, se prononce comme the government, mais lorsqu'il est suivi d'une voyelle ou du son you, on va le prononcer the, hein, the artist, the university, the European Union.
Pour les sons K, T et P, c'est ce qu'on appelle des consonnes explosives. Pensez à faire passer de l'air en même temps. Si vous mettez la main devant votre bouche, vous devez sentir de l'air sortir de votre bouche. Chaque fois que vous prononcez en fait ces consonnes K, T, P, on sent vraiment l'air sortir. Donc Paris, Kate, Texas. Ces consonnes-là, on doit vraiment bien les entendre. Attention à la prononciation du CH qui peut parfois être prononcé comme un K. Je pense à monarchy, architecture. En revanche, le SH se prononce, donc notamment pour le nom du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et non pas Richie Sunak, qu'on entend régulièrement également. Donc Rishi Sunak. Alors, j'en viens aux questions qui ont été formulées. Alors, j'ai tâché d'y répondre le plus possible dans cette présentation, mais d'autres questions ont été formulées par les candidats. Alors, notamment sur... J'essaie de retrouver ma copie. Donc, quel est le niveau attendu ? Alors, il faut savoir qu'en France, le niveau avec le baccalauréat en poche, c'est normalement un niveau B2. Donc, c'est vrai qu'à votre niveau à vous, on s'attend à avoir au minimum un niveau B2. Cependant, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas que la langue qui compte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un excellent niveau d'anglais, niveau C1, voire C2 pour les personnes qui sont bilingues. Mais si vous n'avez pas de connaissances sur le sujet d'actualité, encore une fois, ça va peut-être être compliqué pour pouvoir vous exprimer et donc pour nous de pouvoir vous évaluer. Donc il y a toutes sortes de choses qui rentrent en jeu dans l'évaluation de cette épreuve. Comme je l'ai dit également, il faut pouvoir avoir un propos structuré, cohérent également, et vous devez pouvoir répondre à des questions. Donc, c'est-à-dire pas simplement donner une réponse simple et directe. On attend à ce que vous puissiez étayer votre propos et l'illustrer le plus possible. Il y avait une question également sur s'agit-il d'une épreuve d'anglais juridique ou plus de culture générale en anglais? Alors, je dirais que c'est les deux, en fin de compte. Hein. Comme on l'a vu, il y a effectivement besoin de connaître, le vocabulaire juridique pour pouvoir parler de votre parcours professionnel et étudiant, notamment si on vous pose des questions sur certains des cours que vous avez suivis lors de votre spécialisation. Mais également, et bien sûr, il faut pouvoir suivre l'actualité, pouvoir s'exprimer sur des thématiques assez générales, donc il faut avoir une certaine culture générale. Et j'ai une troisième question ici, quelles sont les thématiques probables? Alors, encore une fois, là, je ne peux pas vous donner les thématiques, hein, ça sera un petit peu trop simple. En revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous suivez l'actualité, vous n'aurez aucun souci pour vraiment, développer des connaissances sur les sujets qui vous seront proposés. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous avez mises dans le chat. Alors, personne n'a posé de questions? N'hésitez pas, vous pouvez allumer votre microphone si vous avez encore des questions à ce stade. Et je tâcherai d'y répondre. Sinon, vous pouvez également les écrire dans le chat. Oui, bonjour. Je me permets juste de poser une question un peu plus précise sur la culture G. Vous pensez à celle de l'année ou plus celle qui est brûlante en ce moment? Alors, cette question alors, il y a effectivement l'actualité qui est brûlante, comme vous le dites, mais également, donc, certaines thématiques sont des thématiques plus générales. Donc, ça ne sera pas que des thématiques de l'année. C'est quelque chose, voilà, comme je le disais, hein, le télétravail, c'est une thématique qui est beaucoup plus générale que d'autres.
Hein, et ce n'est pas, donc ça, c'était une thématique qu'on avait utilisée dans le passé. Ok, merci, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, une question ici. Concernant la gestion du temps, si on dépasse le temps de parole, vous nous indiquez qu'il faut conclure. Oui, et très probablement, même si vous n'êtes pas arrivé à votre conclusion et qu'il reste quelques secondes, oui, enfin, effectivement, on va voir en fait en fonction de la progression de votre présentation si on va réussir à rester dans les temps ou pas. On vous le dira effectivement. L'idéal, par contre, c'est que vous puissiez vous-même être capable de gérer le temps, c'est-à-dire venez avec… Enfin, moi, ce que je conseille, c'est vraiment un chronomètre, en fait, parce que c'est la meilleure façon de gérer son temps. On voit combien de temps il nous reste. Et donc, du coup, on accélère ou on réduit son temps de parole en fonction. Donc, n'hésitez pas à venir avec un chronomètre. Encore une fois, n'hésitez pas à rédiger vos questions dans le chat ou à allumer vos micros s'il y a d'autres questions qui restent en suspens. Alors, pourriez-vous donner le terme qui vous paraît le plus adapté pour traduire commissaire de justice? Alors, commissaire de justice, Justice Commissioner, c'est le terme qui est utilisé le plus souvent, en fait. C'est vrai que vous avez raison de vous poser ces questions-là. C'est vraiment en amont qu'il faut pouvoir rechercher les termes clés que vous savez que vous aurez à utiliser, et notamment, je pense au parcours. Pour votre parcours professionnel, vous savez très bien quels termes vous allez devoir utiliser et il faut impérativement les maîtriser en anglais. Alors, pourriez-vous donner le terme qui vous paraît le plus adapté pour traduire étude de commissaire de justice? Alors, the studies, les études, studies to become a justice commissioner. Après, ce sont des… Alors, si vous parlez des études, généralement, on fait des études de droit. C'est donc, vous avez probablement a bachelor's degree in law, a master's degree in law. Si vous voulez, encore une fois, rester plus général, the studies to become a justice commissioner. Alors, peut-on utiliser le terme français pour des institutions françaises qui n'ont pas de traduction en anglais, comme Caisse des dépôts? Alors, je dirais que dans des cas comme ça, effectivement, mais alors, utilisez tout de même une description, une petite définition en fait du terme en anglais, parce qu'il faut que vous pensiez qu'en fait, vous vous adressez à quelqu'un qui ne parle qu'anglais, d'accord, et qui ne, sans
comment dire, explication de ce qu'est la Caisse des dépôts ne comprendra pas ce qu'est Caisse des dépôts. D'accord? Donc, si vous faites ceci, qui est quand même à éviter, je dirais encore une fois, si vous le faites une fois pour effectivement l'exemple de Caisse des dépôts, ça va, mais en général, on essaie d'éviter le recours au français. Si vous le faites, il faudra impérativement, comme je vous dis, expliquer ce qu'est cette institution en anglais. Et pour une étude de commissaire de justice, comme un cabinet d'avocats, quelle est la traduction adaptée, s'il vous plaît? Alors, comme un cabinet d'avocats. Pour un cabinet d'avocats, ça sera un law firm. Alors ça, effectivement, je voulais vous le dire parce que c'est vrai qu'on a parfois des problèmes de traduction avec ce cabinet d'avocats. Donc, je dirais tout simplement, voilà, exactement, hein, just a law firm. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, de la compréhension du terme qu'aurait la personne en face de vous, n'hésitez pas en fait à l'expliciter, ce terme. Ayez recours à l'anglais pour expliquer de quoi vous parlez, tout simplement. Si vous avez fait un stage, c'est internship également. Hein, ne dites pas essentiellement stage, ce qu'on peut entendre parfois également. Donc, c'est bien internship hein, pour un stage. Encore une fois, ce sont des mots, si vous n'êtes pas sûr, regardez dans le dictionnaire lors de votre préparation. Alors, nous avons le droit d'emmener un dictionnaire pour la préparation? Non, pas lors de l'épreuve. Non, non, c'est vraiment chez vous, lorsque, par exemple, vous préparez la présentation sur votre parcours étudiant et professionnel, que là, oui, bien sûr, mais pas lors de l'épreuve. En fait, vous n'avez droit à aucun document. Vous tirez juste au sort, en fait, le sujet. Vous pourrez le garder avec vous, mais on le récupérera par la suite, bien sûr, mais non. Rien d'autre. Pouvez-vous rappeler le temps alloué à la présentation personnelle? Alors, la présentation personnelle, je regarde ma grille d'évaluation ici. 3 minutes pour donc la présentation personnelle ici, hein, vous parlez bien sûr de la présentation du parcours étudiant et professionnel. 3 minutes pour la présentation elle-même, donc l'expression orale en continu, et 4 minutes de questions-réponses. En fait, c'est vraiment ça qui nous intéresse le plus ici, votre capacité à répondre de manière plus ou moins spontanée à des questions sur un sujet que vous maîtrisez très bien, puisqu'il s'agit de votre propre parcours, pour voir si vous avez effectivement bien travaillé le vocabulaire professionnel et juridique. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement la présentation reste très courte. Il va falloir aller
droit au but, hein, en fin de compte. Mais vous inquiétez pas, on vous posera les questions pour creuser un petit peu plus la chose. Pour ça, c'est vraiment important ici pour cette partie de l'épreuve, mais également pour l'autre, de pouvoir vous entraîner le plus possible avec d'autres candidats, avec vos proches, pour se poser des questions, parce qu'il y a, vous pouvez penser à des questions qu'on va vous poser, mais peut-être d'autres questions, vous ne vous y attendrez pas. Il faut vraiment vous entraîner à ça pour pouvoir vous mettre en confiance lors de cette épreuve. Ça vous aidera à gérer votre stress, de vous être entraîné. Alors, pourriez-vous donner l'équivalent anglais de diplôme universitaire technologique ? Alors là, je vous conseille de faire des recherches, je dirais technological. Alors, je ne sais pas, peut-être Technological Institute. Je pense qu'il faudrait rechercher ici quelle serait la traduction appropriée en anglais. Encore une fois, s'il n'y a pas d'équivalent, ce qui est possible, hein, d'équivalent exact dans d'autres pays, notamment le baccalauréat en France n'est pas le même que le High School Diploma aux États-Unis, les A-Levels en Grande-Bretagne. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser une traduction qui se rapproche le plus possible de l'équivalent français, mais de pouvoir en fait expliquer en quoi consiste la chose. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, sur différents sites comme Lingui par exemple, pour voir comment ces termes sont généralement traduits, alors en essayant bien sûr de trouver le bon contexte pour arriver à trouver la bonne traduction de ce terme. Vous avez des moteurs de traduction également tels que DeepL qui peuvent être intéressants, mais encore une fois, donc il ne faut pas se baser juste sur un moteur de traduction ou un site pour pouvoir trouver généralement la bonne traduction. Il faut quand même faire des recherches. Et dans tous les cas, je vous recommande, si ça reste quelque chose qui n'est pas très très clair, comme on parlait notamment de la Caisse des dépôts précédemment, je pense que là, c'est clair qu'il faut expliciter la chose. Encore une fois, pensez que la personne qui est en face de vous ne parle pas français, n'a pas nécessairement fait ses études en France, donc ne connaît pas nécessairement le système éducatif français. Et donc, il faudra expliciter. Alors après, encore une fois, vous n'avez que 3 minutes hein, concernant votre parcours. Donc, il ne faut pas non plus trop s'étendre sur le sujet. D'autres questions ?
Alors, est-il fréquent que vous mettiez de très mauvaises notes, le 7 étant éliminatoire à l'examen? Je dois dire qu'un 7, c'est quand même rare. Parce que, voire moins, hein, il faudrait vraiment que l'étudiant ne soit absolument pas préparé et n'ait absolument rien à dire sur le sujet d'actualité. Ce qui n'est pas quand même trop courant, heureusement. On arrive à avoir des candidats qui arrivent à s'exprimer. Donc, non, généralement, les notes restent quand même au-dessus du 7, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la qualité de la langue, plus la capacité à communiquer qui va encore une fois au-delà de la langue anglaise elle-même, ne sont notés que sur 10 points. Hein. Le reste, c'est également votre capacité à répondre à des questions, à avoir un propos structuré, cohérent. Donc, voilà, même si vous ne maîtrisez pas très, très bien la langue, si vous pouvez vous exprimer sur les sujets pour la première partie de l'examen notamment, c'est juste une question de préparation en amont, normalement, il n'y a pas de problème. Après, oui, il y a effectivement des notes régulièrement qui sont en dessous de la moyenne, mais dans l'ensemble, si vous avez fait le travail en amont, ça devrait bien se passer. D'autant plus que cette année, comme je vous l'ai dit, vous avez 15 minutes de préparation sur le sujet. Donc, on a voulu vous laisser un petit peu plus de temps pour réfléchir à la façon dont vous alliez traiter le sujet. Également, ça vous aide à gérer un petit peu le stress parce que c'est vrai que les sessions précédentes où vous deviez pouvoir vous exprimer tout de suite sur le sujet, voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Alors bien sûr, ça durait moins longtemps, mais voilà, là je pense qu'avec 15 minutes de préparation, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Tant que vous structurez votre propos, tant que vous avez un minimum de connaissances sur le sujet, ça devrait aller. Une chose que vous pouvez faire également chez vous pour vous préparer, c'est vous enregistrer. Donc là, je parle de la capacité à communiquer. Comme je vous ai dit, donc, ça fait partie des 10 points pour la qualité de la langue et la capacité à communiquer. N'hésitez pas à vous enregistrer et vous verrez en fait si effectivement vous avez un ton qui est monotone, si vous ne regardez pas la caméra par exemple, si vous avez des difficultés à prononcer certains mots également. En fait, vous verrez tout de suite ce qui ne va pas. Et donc effectivement, alors c'est pas toujours très agréable de se regarder par la suite dans la vidéo, mais c'est vraiment une méthode qui peut vous aider réellement pour progresser. Alors, peut-on donner son avis personnel sur le sujet ou faut-il garder totalement une neutralité? Vous pouvez tout à fait donner votre avis personnel. Et d'ailleurs, il me semble qu'une réflexion personnelle est souhaitable sur le sujet, notamment peut-être en conclusion. Vous pourriez apporter votre réflexion personnelle. Tout à fait. Non, on ne demande pas nécessairement une neutralité. Alors après, il ne faut pas s'emporter non plus sur le sujet et garder aussi en tête que vous avez 5 minutes. Entraînez-vous, vous verrez, en 5 minutes, en fait, on n'a pas vraiment le temps de dire énormément de choses. Donc, il faut savoir essayer de communiquer les informations qui vont être les plus importantes en fin de compte pour vous exprimer sur le sujet. Et également, là, je vous suggère, comme je l'ai dit plusieurs fois, de vous entraîner même les uns avec les autres pour voir
comment d'autres candidats font leur présentation donc sur un sujet d'actualité. Vous regardez le journal télévisé, vous décidez, bon, on va s'entraîner sur ce sujet, parce qu'on peut vraiment apprendre les uns des autres. Pour certains candidats, c'est pas toujours clair en fait quelle va être une présentation structurée et intéressante sur un sujet particulier. D'autres candidats auront beaucoup plus de facilité à vraiment illustrer leurs propos et le rendre vraiment intéressant. Donc je pense que c'est toujours quelque chose de bénéfique d'écouter les autres. Le sujet est-il donné en français ou en anglais? Il est donné en anglais. En fait, il n'y aura pas du tout de français lors de cette épreuve. Toutes les communications se feront en anglais, les communications entre l'examinateur et le candidat. Donc c'est là où effectivement, c'est une question qui effectivement fait sens au vu des problèmes qu'on a pu rencontrer dans les sessions précédentes. Et je pense justement au sujet du télétravail dont je vous ai parlé, puisqu'il avait été formulé en anglais et qu'il avait été formulé comme étant télécommuting. Et en fait, ce sujet télécommuting n'avait pas été compris par certains candidats, puisque dans l'actualité, on avait pu entendre plus souvent le terme téléworking. Et donc, ça avait pu poser problème. D'où effectivement le fait que, comme le sujet d'actualité est formulé en anglais, il faut que vous puissiez comprendre les différents termes qui sont utilisés pour un sujet particulier. Donc, n'hésitez pas, dès que vous rentrerez dans la salle d'examen, de commencer à communiquer en anglais. Vous laissez le français de côté et dès le début, vous vous adressez à l'examinateur en anglais. D'autres questions?
Il n'y a plus d'autres questions? Donc, il semblerait que vous n'ayez plus d'autres questions. Si c'est le cas, nous allons donc conclure ce webinaire. C'est parfait, merci Lauréat. Je vous souhaite un bon travail de préparation en amont. Encore une fois, n'hésitez pas à vous entraider, à travailler ensemble, vous préparez les sujets d'actualité ensemble, les questions-réponses également avec vos proches. Et tout devrait bien se passer le jour de l'épreuve. Et j'aurai plaisir à vous retrouver ce jour-là, peut-être. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et bon courage, bon travail de préparation pour cette épreuve. Au revoir.